Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, on continue la tier list des films de 2026. Je rappelle le concept. Je fais une tier list des films que j'ai vus et qui sont sortis dans l'année 2026, que ce soit au cinéma ou sur plateforme de streaming, qui va me permettre de parler plus ou moins, si j'ai beaucoup de choses à dire ou non, sur chaque film que j'ai vu dans l'année de 2026 et de les classer mois par mois plutôt que de faire une grosse vidéo en deux parties à la fin de l'année. Et ça va me permettre, au fur et à mesure, d'agencer cette tier list. Et ça va vous permettre également de le faire dans les commentaires et de me conseiller également des films potentiellement que je n'aurais pas vus. Alors évidemment, je préférerais que vous me conseilliez des films dans le top 5 plutôt que dans le flop 5, on va pas se le cacher. Je rappelle toutes ces catégories, on a le top 5 du coup, avec notamment Hamnet qui a déjà été classé top 5, mais qui pourrait très bien retomber par exemple aux portes du Panthéon au fur et à mesure que l'année avance, parce que oui, c'est pas une tier list qui est figée, c'est une tier list qui est vouée à bouger tout au long de l'année. On a du coup ensuite Juste Bien, C'est Fun, Mi Figue, Mes Raisins, La Suite de Trop, Oh la Déception, Au Bord du Gouffre et le flop 5. Le flop 5, il y en a pas, mais au fur et à mesure de l'année, évidemment, il y a des flops qui vont tomber. Mais par exemple, un film comme 28 ans plus tard, la deuxième partie, pourrait très bien se retrouver dans le flop 5, tellement j'ai trouvé que c'était une très très grosse déception. Bref, vous l'aurez compris, je vais tout de suite commencer pour le mois de février avec également deux rattrapages, parce que je le redis, on va avoir des films qu'on va rattraper du mois précédent quand je les ai pas vus, je vais pas hésiter à le faire. Et je vais tout de suite commencer avec le film Gourou, un film français de Yann Gozlan, qui a pour acteur principal Monsieur Pierre Ninet, qui avait déjà fait avec ce réalisateur Boîte Noire. Au casting, on retrouve également Marion Barbeau, qui va jouer la femme de Pierre Ninet, et notamment Anthony Bajon. Et donc, en fait, Pierre Ninet va jouer une espèce de gars qui va essayer de redonner confiance aux gens. Voilà, il va faire des espèces de meetings où des gens vont participer, où ça va être filmé et balancé sur le net, et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Quelque chose qui est déjà installé aux États-Unis, mais qu'on connaît très peu chez nous en France. Et le film va s'interroger sur plusieurs points, notamment du point de vue de l'État, parce que le personnage de Pierre Ninet le fait sans diplôme d'État, et donc comment il peut se permettre de prétendre d'aider les gens, de les soigner, etc., en apportant des conseils alors qu'il n'a aucun diplôme, etc. Donc l'État va essayer de statuer sur le fait ou non qu'il faut un diplôme. Et donc le film va s'interroger à plusieurs moments sur plusieurs choses, et c'est vraiment très intéressant. Surtout pour une chose, la prestation déjà de Pierre Ninet qui est juste fabuleuse. Vraiment, je la trouve exceptionnelle. Il est vraiment habité par ce rôle, et ouais, pour moi, il mériterait limite, si vous voulez, une nomination aux Oscars, tellement j'ai trouvé ça fabuleux. En plus, le film a un vrai fond de thriller, d'ailleurs comme l'était déjà Boîte Noire, c'était vraiment un véritable thriller, et là, il y a vraiment un côté thriller où le personnage est tellement habité par ça, il est tellement en confiance, etc., qu'il va partir de plus en plus loin jusqu'à peut-être un point de non-retour. Et donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, notamment avec le personnage joué justement par Anthony Bajon, qui est un fan vénéré de Pierre Ninet, ou voilà, enfin du personnage de Pierre Ninet, où quelque part il l'a sauvé, il l'a sauvé de ses problèmes, etc. Et donc il va devenir obsédé par lui, il est toujours tous les jours là, etc. Et un jour Pierre Ninet va le rejeter. Et donc voilà, pour preuve qu'il n'y a pas de vraiment de rapport, de suivi derrière, en fait. En fin de compte, une fois qu'il a fait comment on dit, sa convention, enfin voilà, son émission, et voilà, bon débarras, et il n'y a pas de suivi derrière. Et j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle très intéressant dans le film avec l'invitation, la participation de TPMP et de Cyril Hanouna et de son équipe. Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce que lui a accepté bêtement, et au début j'étais énervé qu'il y ait Cyril Hanouna, et en fait je me suis rendu compte que non, c'était bien joué de la part du réalisateur qui justement s'interroge sur ce genre de personnes qui justement se sert du malheur des gens pour en faire un buzz, et pour se faire de l'argent dessus, en fait, et sans vraiment avoir de suivi derrière. Et c'est exactement ce que fait Hanouna, en fait, au quotidien, et j'ai trouvé ça fabuleux. Et preuve que Hanouna quand même est vachement couillon d'avoir accepté un truc comme ça, parce que finalement ça l'interroge plus qu'autre chose. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu.
Donc voilà pour Guru. Le gros problème du film pour moi, ça va être sa dernière partie. Voilà, à partir du moment où les personnages partent à Las Vegas aux États-Unis, je trouve que le film s'écroule totalement et je n'ai vraiment pas aimé la fin. C'est pour ça que pour moi, c'est dommage parce qu'il aurait pu largement rentrer aux portes du Panthéon, voire au top 5 s'il avait vraiment une fin de qualité, mais pour le coup, ça m'a vraiment décontenancé et bah malheureusement, il va tomber à juste bien, mais vraiment devant The Rip quand même, et de loin, hein, il pourrait pratiquement être aux portes du Panthéon. Mais voilà, malheureusement, il a quand même ses défauts. Voilà pour ce que j'ai en à dire de Guru. On va tout de suite enchaîner avec un autre film sorti le 28 janvier, donc le deuxième rattrapage, qui est Nuremberg de Jem Vanderbilt, dont c'est son deuxième film. Par contre, c'est un scénariste en fait. Il a scénarisé pas mal de films. Notamment notamment Spider-Man, Zodiac, Scream, Independence Day, donc voilà, il a fait des choses bien comme moins bien, parce que par exemple il a fait Spider-Man, mais il a fait The Amazing Spider-Man, donc voilà, mi figue mi raisin. On retrouve de très bons rôles au niveau du casting. On a Russell Crowe en Goring, donc qui est l'un des chefs d'État qui n'a pas réussi à se suicider et qui l'ont chopé, voilà, qui l'ont chopé sans qu'il se suicide, l'un des plus grands chefs d'État nazis. Et donc ils ont réussi à le choper vivant et ça va être entre guillemets son procès ainsi que d'autres grands noms du parti nazi. Et on a également Rami Malek dont j'ai beaucoup de mal et j'ai eu beaucoup de mal avec sa prestation dans le film qui va jouer Douglas Kelly et on a également notamment Michael Shannon. Donc on est sur un film, vous l'aurez compris, historique puisqu'on va retracer le procès de Nuremberg et bah, le film va nous interroger déjà sur le fait de savoir si les nazis doivent avoir un procès ou non, déjà, sur l'importance qu'ils ont un procès, pardon, et sur le fait surtout qu'il ne va pas falloir le perdre si ils en ont un. Parce que si ils le perdent, ça va être un véritable scandale, et il ne faut absolument pas que ces gens-là soient disgraciés. Et il y a une relation assez particulière entre du coup le personnage de Rami Malek qui va jouer le psy en fait de Russell Crowe, donc de Goring, et ça va être assez intéressant parce que on va voir une espèce de fausse amitié qui va se naître entre les deux, un jeu de manipulation qui est très intelligent, très intéressante, et quand même un psychiatre qui va quand même finir par s'attacher quelque part à lui, mais qui va également le trahir d'une autre part. Ce qui est fabuleux dans le film, ça va être l'ouverture du procès où on va avoir des images de d'Auschwitz, enfin d'Auschwitz ou autres d'ailleurs, enfin de camps de concentration, qui vont être bouleversantes, qui vont être vraiment difficiles à regarder. Et on a beau avoir vu tous à l'école ou encore régulièrement, parce qu'il y a régulièrement des documentaires sur 39-45 et les nazis et les camps de concentration, c'est des images qu'on ne s'habituera jamais et qui sont vraiment choquantes. Et j'ai trouvé vraiment le fait de filmer justement ce jury, ce public et tout qui est là à Nuremberg justement dans ce palais de justice, choqué par ces images-là qui dégouffent sous leurs yeux, et Goring qui lui reste de marbre et nie tout à bloc. Donc c'est très très intéressant. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec Rami Malek, mais qui va tout donner dans une scène où il va s'énerver. Et c'est là où on voit vraiment tout son potentiel et son jeu d'acteur. Mais sinon, je le trouve très plat, visage très fermé. Donc voilà. En tout cas, c'était vachement bien. Et c'est pour ça que Nuremberg va sans problème aux portes du Panthéon. Ça suffit pas pour moi de rentrer dans le top 5. Pourquoi ? Parce que ça reste classique, hein. On en a vu d'autres, des films de ce genre-là, de ce calibre-là, de cette qualité-là, des biopics, etc. Il y a une chose aussi intéressante, parce que le film va faire un parallèle avec aujourd'hui, et d'ailleurs c'est marrant, parce que cette année, il y a beaucoup de films de 39-45 qui sortent, et qui nous rappellent que, attention, voilà les dangers de la Seconde Guerre mondiale et des partis extrêmes qui se sont mis au pouvoir, c'est dangereux. Et j'aime bien, il y a une phrase dans le film qui nous dit attention, les nazis de demain, ils seront pas en uniforme, ils seront pas identifiables aussi facilement. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle avec le monde d'aujourd'hui qui est très très intéressante. Donc voilà, ouais, pour moi, c'est au port du Panthéon, pas assez haut pour rentrer dans le top 5, mais vraiment pas loin. Et encore, je pourrais pratiquement le mettre. Donc voilà pour
pour Nuremberg. On enchaîne ensuite avec le 4 février, le premier film du mois de février, du coup avec Marsupilami de Philippe Lachaud. Alors là, je vais tout de suite vous le dire, donc avec la bande à Fifi, hein, c'est du classique. Hein, donc, en revanche, à ses côtés, en acteur guest, hein, puisqu'il a toujours des acteurs guest, hein, je rappelle Didier Bourdon, etc. dans ses différents films, Babysitting, tout ça. Là, c'est Jamel Debbouze qui va reprendre son rôle ou non du Marsupilami d'Alain Chabat, j'arrive pas trop à savoir, j'ai pas l'impression. C'est assez étrange en fait ce personnage qui on dirait qu'il a voulu le prendre et après qu'il a pas assumé jusqu'au bout que c'était une suite du film de Chabat. Enfin, le film de Chabat existe, si tu pars et tu prends le perso de Jamel, va jusqu'au bout de ton délire. Donc ça, c'est assez étrange. Et on a Jean Reno, alors qui cabotine à mort et qui est totalement absent du film. J'ai trouvé que en fait le film arrivait jamais à se placer, c'est assez drôle parce que alors évidemment ça va être en même temps une comédie pour adultes et pour enfants, mais je trouve il tape jamais dans le juste milieu justement. Des fois c'est trop enfantin et des fois c'est trop adulte. Et il y a un côté essaye d'équilibrer la chose et voilà de trouver un juste milieu et je trouve qu'il le trouve jamais. Alors ce qui est assez intéressant aussi c'est le Marsupilami qui est par moment euh, un animatronique et ça c'est assez cool. On dirait vraiment un Goumaï. Vous savez, on dirait Gizmo dans Gremlins. Donc c'est assez bien foutu de ce côté-là. Il y a quelques blagues et il y a surtout quelques références cinématographiques, notamment à E.T. tout ça, qui m'ont beaucoup fait rire. Donc voilà, il y a quand même quelques dynamiques, quelques rires. Hein. Ma salle était pleine en plus. C'est un film, je pense, qui a marché. Voilà, les gens se marraient plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas le haut du panier des films de Lachaud. Vraiment, je suis quelqu'un de bon client, notamment du premier Babysitting et de Super Héros malgré lui. J'avais trouvé que son Nicky Larson était pas mal du tout. Moi, je maîtrise pas du tout le manga, tout ça, hein, je ne connais pas, mais j'avais trouvé ça vraiment pas mal et très honnête. Il y avait alibi.com qui était tout à fait regardable aussi, mais je trouve que quand même c'est le moins bon de la bande à Fifi. Voilà, tout simplement, je trouve que il y a un petit essoufflement et je préfère celui de d'Alain Chabat. C'est pas déshonorant, hein, c'est pas la déception, c'est pas au bord du gouffre, c'est ni un flop, vraiment pas, mais c'est mi-figue mi-raisin. Voilà, tout simplement. Je le mets quand même derrière Primate. On enchaîne ensuite avec le 11 février et le film Send Help de Monsieur Sam Raimi. Et je vous le dis, on a une entrée dans notre top 5. Voilà, bon, déjà, je suis un gros fada de Sam Raimi et je le mets même devant Hamnet, tout simplement. C'est un film que j'ai adoré. Donc Sam Raimi, je rappelle, qui est réalisateur de la trilogie Evil Dead, qui est producteur d'ailleurs de ces derniers, qui est aussi le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire dans les années 2000, hein, les meilleurs films de super-héros de la Terre entière. Peu importe ce que vous en dites dans les commentaires. Voilà, voilà, un réalisateur que j'adore. Jusqu'en enfer, enfin voilà. Il en a fait dernièrement, il a fait aussi Le Magicien d'Oz, ou encore des films pour les studios dernièrement, avec notamment le Doctor Strange. Voilà. Et là, du coup, il vient avec deux personnages, parce que ça va être centré sur deux personnages, le personnage de Rachel McAdams et le personnage joué par Rachel McAdams, qui, je le rappelle, c'est une actrice que j'adore beaucoup, qu'on avait vue dans la sous-estimée, la mal-aimée True Detective saison 2, que j'avais adoré autant que la une, moi vraiment j'avais kiffé, voilà, pour ne citer que, et avec Dylan O'Brien, le héros par exemple du film Labyrinthe, un acteur que j'apprécie particulièrement. Et donc en fait elle va jouer une personnage qui est depuis des années dans une boîte et qui est mal vue par tout le monde. Voilà, elle s'habille pas très bien, tout ça. Voilà, elle est mal regardée par ses collègues, tout le monde la trouve bizarre, mais c'est quelqu'un qui performe dans son travail, etc. Mais qui n'est pas reconnu par le biais de la façon de s'habiller, de sa façon d'être, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un jugement moral de ce côté-là. Et elle doit normalement camper une place qui était promis par le père du personnage de Dylan O'Brien, sauf que c'est lui qui va prendre la succession et il va décider de nommer quelqu'un d'autre à sa place, quelqu'un de plus classe, qui s'habille bien mieux que lui, etc. Donc voilà, quelqu'un vraiment d'odieux qui n'a aucun respect pour cette dernière, mais qui va quand même l'emmener en voyage business affaires parce que elle a des chiffres et c'est elle qui maîtrise le tout, donc on a besoin forcément de elle. Et au biais de ce voyage, on découvre que c'est quelqu'un qui a essayé de participer à une sorte d'émission comme Koh-Lanta, donc c'est une survivante quoi. Et il va y avoir un crash d'avion.
et les deux personnages vont se retrouver sur une île déserte. Et c'est là pour moi que le scénario devient mais très très fort, puisque le rapport de force va s'inverser. Et donc c'est elle qui va devenir quelque part cruelle, malgré le fait qu'elle essaye en fait de chercher la bonté du personnage de Dylan O'Brien. Mais elle va pas forcément le trouver, ou par moments elle va le trouver. Et je trouve que le film est très très fort pour un point, parce que pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai perçu à un moment donné, c'est que elle allait tellement loin, qu'à un moment donné, j'étais plus du côté du personnage de Dylan O'Brien que de son côté là. Et après, les rapports de force se retournent également, et ainsi de suite, et jusqu'à carrément un twist, parce que oui, il y a un twist vers la fin du film. Évidemment, on retrouve des idées de mise en scène de Sam Raimi, notamment, vous savez, cette caméra qui rampe dans les bois, etc. Voilà, qui est tirée par une ficelle. Enfin, c'est super bien trouvé. Alors c'est pas un film d'horreur à proprement parler, c'est un film gore. Il y a vraiment un moment, une scène de tension entre les deux personnages. Mais elle te glace le sang, elle est excellente. Il y a quelques moments d'horreur, notamment lors de cauchemars, etc. Et comme je dis, il y a un twist à la fin. Et la fin est très surprenante par le biais de comment finissent les personnages. Vraiment, c'est un film qui interroge, et c'est une thématique qui revient régulièrement cette année. Je vais la développer un petit peu plus le mois prochain avec le film d'animation Pixar, parce que je l'ai vu, mais il sera pas critiqué ce mois-là, parce que c'est un film qui est sorti au mois de mars. Mais c'est sur les patrons. Hein, voilà, on est sur... voilà, on a compris, on est dans un monde très cynique où les grandes sociétés, les gros patrons ont tout bouffé. Et voilà. Et vraiment, je trouve que les cinéastes s'interrogent énormément sur les patrons, et ça va être le cas avec le dernier film qu'on va classer et critiquer, Marty Suprême. Donc voilà, Sendep, vous l'aurez compris, j'ai adoré, et j'ai hâte de qu'une chose, c'est de le revoir, tout simplement, de le choper en Blu-ray 4K, et de l'analyser, de le réanalyser, etc. Parce que voilà, en tout cas c'est un film qui m'a vraiment marqué et que je vous invite fortement à regarder. J'enchaîne avec un film d'animation, c'est le premier de cette année, hein. Ouais, c'est le premier de cette année, que j'ai vu en famille avec le poteau, dédicace à toi Chris, et son fils qui a adoré. Donc God, c'est un film de basket qui est fait par Sony Animation, hein. Donc je rappelle, Sony Animation, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse dernièrement, qui va reprendre d'ailleurs cette esthétique-là. Alors c'est pas les réalisateurs, hein. C'est pas ces réalisateurs-là, puisque c'est des nouveaux réalisateurs. Ah oui, je l'ai pas dit, mais Sendelp, la musique aussi est très cool. C'est Danny Elfman, hein, partenaire de longue date de Sam Raimi. Pardon, excusez-moi, je fais une petite aparté, hein, qui avait, je crois, qui est partenaire de Sam Raimi depuis Evil Dead 3. Il avait pas fait le score entier, mais il me semble qu'il avait fait une petite partition pour un morceau en particulier, dans mes souvenirs. Donc voilà. Goth, du coup, je reviens sur Goth, donc Rêver plus haut, qui est un film sorti le 11 février de Tyree Dillaway et de Adam Rosette, Sony Animation, produit par Stephen Curry, alors qu'il va avoir un parallèle évident parce qu'on va suivre en fait le personnage campé par une chèvre. Donc en fait on est dans un monde animalier, un petit peu à la zootopie si vous voulez. Donc voilà, où les humains sont plutôt remplacés par des animaux, et en fait il y a une sorte de basket qui se déroule, mais qui est fait vraiment pour des mammifères, voilà, costauds, solides, ou tueurs, enfin des reptiles, tout ça, mais pas pour une chèvre qui est tout petite, tout mince à côté d'éléphants, de panthères, de crocodiles, de girafes, etc. Donc lui, évidemment, il se fait laminer, mais il va réussir à se faire recruter et exister au milieu de tout ce monde-là. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, on y voit un parallèle logique. Quand on voit que c'est Stephen Curry qui a produit ça, c'est totalement logique et évident, forcément, que c'est lui. Je vais le mettre devant The Rip d'ailleurs, que c'est lui. Parce que évidemment Stephen Curry fait 1m80 je crois, 1m80, peut-être un peu plus quand même, j'exagère, peut-être en tout cas il est beaucoup plus petit que la moyenne, et c'est pourtant quelqu'un qui va devenir une star du NBA international. Voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs actuels de NBA sans problème. Donc le parallèle est vraiment génial. Et donc voilà, il va y avoir de véritables thématiques très intéressantes, notamment pas que autour du personnage principal, mais aussi autour d'une panthère, donc de l'idole du personnage principal, qui vraiment a du mal à se remettre en question, qui va avoir le fait de vieillir et de laisser la place justement au nouveau, laisser la chance au nouveau, etc. Donc le film est riche en thématiques et riche visuellement, parce que visuellement c'est une claque, hein. Et encore une fois, ça suit les lignes directrices
de ce qui avait été fait dans Spider-Man, donc ça, sans problème, ça marche. Les musiques sont très très cool. C'est pas une BO originale, mais c'est des musiques rap, US, etc. qui alimentent le tout, qui est très très bien fait. Les gosses adorent en plus. Hein, le fils de mon pote était refait parce que les personnages sont très caractérisés. Voilà, ils vont chacun avoir leur élément, comme je disais, il va y avoir le reptile, qui va avoir les grosses chaînes, etc. Enfin voilà, chacun va avoir vraiment sa caractérisation et d'ailleurs va pouvoir être comparé à une star de basket, entre guillemets, réelle. Par contre, le petit bémol que j'ai trouvé, c'est où j'ai trouvé qu'on n'en faisait pas grand-chose, c'est ces arènes, parce qu'en fait, ça va pas être des matchs de basket classiques à proprement parler. Par exemple, s'ils vont aller sur la banquise, ça va être un terrain de glace. Volcan, terrain de feu avec de la lave, etc. Et on comprend pas trop en quoi ça avantage les équipes domiciliées. Et ça, c'est assez dommage. Par exemple, l'équipe que l'on suit avec le personnage principal, c'est caractérisé par la jungle. Mais on ne voit pas trop la différence, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que telle équipe est avantagée, et ça j'ai trouvé que c'était seulement un surplus visuel, et ça c'est assez dommage de ce côté-là. C'est pas forcément un film d'animation que je reverrai, mais c'est un film d'animation que je conseille de voir au moins une fois, vraiment j'ai adoré, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien, et il mérite sa place ici sans problème. Pour finir, on a le film Marty Suprême qui est sorti le 18 février de Geoff Safdie qui avait réalisé notamment Good Time avec Timothée Chalamet dans le rôle principal. Alors on peut en parler parce que je tourne cette vidéo assez tard. Marty Suprême est reparti avec 0 Oscar du coup, avec 9 nominations, c'est quand même assez désastreux. Et d'ailleurs, Timothée Chalamet a malheureusement eu une polémique qui lui a peut-être fait perdre son rôle parce qu'un petit peu comme comme Pierre Ninet, pardon. Je trouve que le film a des défauts, mais par contre la prestation de Timothée Chalamet est monstrueuse, quoi. Vraiment, je l'ai adoré. Il est entouré de Gwyneth Paltrow qui va jouer une actrice en déchéance, voilà, qui essaye de trouver des notes de noblesse sur les planches de théâtre. On va avoir Odessa A'zion qui va jouer la copine de Timothée Chalamet, qui est excellente hein, dans son rôle. Et on a Kevin O'Leary. Alors lui, c'est assez intéressant parce qu'il va jouer encore une fois les patrons et d'ailleurs le mari de Gwyneth Paltrow. Et encore une fois, on a ce patron manichéen qui dirige le tout, qui a du mépris pour le ping-pong parce que oui, je l'ai pas encore dit, mais Marty Suprême, c'est vraiment le rêve américain si vous voulez dans toute sa splendeur. C'est quelqu'un qui va vouloir devenir une star, devenir quelqu'un par le biais du ping-pong et il va tout faire pour y réussir. Mis en scène par Geoff Safdie d'une manière très très dynamique, vraiment dynamique, comme une partie de ping-pong, j'ai envie de vous dire, mais tellement dynamique que des fois les péripéties s'enchaînent d'une certaine manière qu'on n'a même pas le temps de respirer, que ça en devient presque lassant, et à un moment donné, je me suis carrément ennuyé, quoi. Il y en a certains qui disent que les 2h30, ils les ont pas vu passer, et ben moi, je me suis ennuyé. Alors que c'est assez paradoxal parce que vraiment, encore une fois, le film est d'un dynamisme fou. D'ailleurs, les parties de ping-pong sont filmées, mais vraiment de manière fabuleuse. C'est vraiment excellent. Mais les péripéties et vraiment ce qui lui arrive et ce qu'il va mettre en place pour réussir, ça va partir tellement loin et on va tellement pas avoir le temps de respirer que on pourrait se dire que ouais, le film passe à une vitesse, mais moi ça m'a fait l'effet inverse. Et des fois j'ai envie de dire attends, calme-toi, 2 secondes s'il te plaît. Et surtout, j'ai trouvé la fin assez décevante. J'ai pas vraiment apprécié. Alors encore une fois, on est sur un film, sur un sportif, mais qui parle pas de sport, hein, comme tous les films de sport, hein, Rocky, etc. Il y en a aucun qui parle qui parle de son sport en particulier. Bref, c'est un film qui a des thématiques riches. Comme le rêve américain, qui va même parler aussi le fait d'être un réfugié de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un personnage juif et comment il va exister. Le fait de tout faire pour réussir et presque à remettre sa dignité en question. Et vraiment, le personnage, à un moment donné, va se racheter. Et il était temps qu'il se rachète. Parce que vraiment, le personnage principal, il était vraiment en train de me le faire décrocher et de me le faire moins aimer de plus en plus le film avançait. Voilà, les scènes d'action, les scènes de ping-pong sont très très bien faites, encore une fois. Le film a un rythme déchaîné, mais il va peut-être s'y perdre un petit peu trop.
Et pourtant, il est riche, hein, encore une fois, en thématique, parce que c'est quelqu'un qui va avoir un enfant, mais qui va pas vouloir l'assumer, qui va être très dur avec sa femme, qui va vraiment avoir un rôle que j'ai trouvé très très pertinent. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui aurait mérité l'Oscar hein, pour ce rôle. Hein, je suis désolé, mais bon, il a polémiqué, c'est comme ça. Merci suprême, je vais quand même le mettre aux portes du Panthéon. Faut pas déconner, c'est quand même du 4 sur 5. Voilà, c'est un bon 4 sur 5. Mais c'est un film, je pense qu'il demande à être revu parce qu'il est riche et il va vite, trop vite. Pour moi, voilà. Et je pense qu'il faut que je le revoie. Vraiment, ça demande à être revu malgré tout. Voilà. Bon, en tout cas, il a un très bon casting. Ça fait plaisir de voir Gwyneth Paltrow dans un rôle comme celui-ci parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Pour moi, elle était enfermée dans le MCU. Hein. Bon, j'aime très bien son rôle de comment elle s'appelle, la femme de Tony Stark, Hopper, Piper, je me rappelle plus. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà pour le classement. On a une rentrée dans le top 5. On n'a toujours pas de flop 5. Et dans la globalité, je trouve que c'est plutôt une bonne année, même si, attention, Sendelp est top 5, mais pour le moment, et Amnet est dans le top 5 également, mais pour le moment, comme l'année dernière, il n'y a malheureusement pas de chef-d'œuvre. Voilà. Pour moi, il n'y a pas mon Furiosa, il n'y a pas mon mon Comte de Monte Cristo. Donc voilà, il me manque encore ça, L'amour ouf, tout ça. J'ai pas encore, il y a pas encore de films de ce calibre-là, mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure que l'année avance. Hein. On a les films que j'attends prochainement, notamment le Steven Spielberg. C'est peut-être le film que j'attends le plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si j'ai loupé des films que je devrais rattraper, que vous me conseillez fortement et que vous aimeriez voir entrer dans cette tier list, et me dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et si vous changeriez certains films de place. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.